Vas-y, j'ai trouvé un argument toxique as fuck, mais que genre je crois que je vais commencer à utiliser pour contrebalancer un petit peu c'est quoi la difficulté d'être trans. Je pense que je vais commencer à dire que n'hésitez pas à me faire percer parce que ça casse les couilles aux fachos. Genre vraiment, plus mes vidéos font de vues, plus ils deviennent malades. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas dit trigger warning, ça va parler suicide hein, aujourd'hui les gens. Hello la team, comment ça va? Moi, ça va pas fort. Je suis dans, je pense, ce qu'on pourrait appeler un épisode dépressif. Donc du coup là, moi, en ce moment, c'est difficile de streamer, c'est difficile de pas mal de choses en fait. Et donc oui, je me suis dit, en fait, ça a du sens de raconter un peu ma vie. On n'est pas là pour être sur un truc de « Ah là là, ma vie elle est difficile, c'est horrible ». Alors, c'est pas ça le projet, d'accord? Effectivement, ça n'a pas toujours été facile, c'est un fait. En fait, je me sens pas légitime à plein de niveaux. J'ai l'impression de pas mériter un tas de trucs et tout, etc. Et donc je me suis dit, mais vas-y, en fait, raconte aux gens qui t'es. Comme ça, de toute façon, au pire, s'ils veulent plus t'écouter parce que, je sais pas, ton père est un bourgeois, bah je m'en bats les couilles en fait. Autant être tout de suite transparente. Comment j'en suis arrivé à débarquer sur Twitch pour essayer de faire du react et tout. Comment j'en suis venu à faire du développement de jeux vidéo. Et je me suis dit, voilà, peut-être il y a des gens que ça intéresse. D'autant que, ça, donc ouais, je disais, ça a un sens un peu politique. Moi, je suis trans et en fait, j'ai des privilèges. La raison pour laquelle aujourd'hui je peux m'exprimer sur Internet, c'est que malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer et tous les obstacles que j'ai pu traverser, bah en fait, je suis quand même hyper chanceuse. En fait, c'est une histoire banale. Je suis pas en train de, justement de faire un truc en mode « Ah là là, le drame de ma vie ». Genre, c'est quand même relativement soft par rapport à tout ce que j'ai pu entendre depuis que j'ai commencé à militer chez les trans. J'ai pas non plus envie de tomber dans un discours de genre, oh, j'ai traversé des épreuves qui ont été tellement difficiles que ça a fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Non, c'est pas ça le projet non plus. J'ai juste envie de vous raconter c'est quoi mon histoire en fait. Parce que moi, quand on fait des radios libres et que je vous demande de me raconter des trucs, je passe ma vie à faire que vous demander ça. Prenez-le comme vous voulez. Voilà. Genre, il faut pas réfléchir plus loin que je suis dans un moment dans ma vie où ça va pas et j'ai l'impression que ça me ferait du bien de faire ça. Donc moi déjà, je me sens pas vraiment légitime à parler de mes problèmes. Voilà, et je pense que ça se voit déjà. Genre, il y a tout le monde qui est en train de me dire « Mais non, Doz, t'as le droit de... » Non, et je sais, oui. Mais bon, c'est ça aussi, hein, les gens, la dépression. Les blanches ont le droit d'aller mal, TKT. C'est exactement ça. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un peu de ouin-ouin de blanche. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Mais non, en vérité, c'est vraiment pas que du ouin-ouin, parce que du coup, j'ai aussi envie de vous raconter à quel point, bah, moi, dans tous ces trucs, j'y ai surtout trouvé des choses cool. Et aussi, je pense que c'est un peu constitutif de qui je suis. Ça va être un live très introspectif. Voilà. Je préfère vous prévenir tout de suite. On n'est pas là pour le divertissement. On est vraiment là pour parler de Troublant Acide aujourd'hui. Ou plus précisément pour parler un peu de Diane. Voilà, qui est la créatrice de Troublant Acide. La personne derrière cette montagne d'ego. Je dirais que mon histoire commence là où l'histoire de tout le monde commence finalement. Avec mes parents finalement. Je suis issu du Nord-Pas-de-Calais et donc du coup j'ai grandi dans le bassin minier quoi, moi plutôt dans la campagne. Faisons un peu de sociologie si vous le voulez bien. Et je sais que s'il y a bien quelque chose qui fait bander tous les sociologues de la Terre, c'est de connaître la profession de mes parents et la profession de mes grands-parents. Genre comme ça, on règle cette histoire. Ensuite, ils sont en mode genre, oui, alors maintenant, je peux le lire en elle comme dans un livre ouvert. Ses opinions sont parfaitement déterminées par sa classe sociale. Et on pourra passer à autre chose. Mes parents viennent de, on va dire, deux conditions sociales quand même très différentes. C'est-à-dire que ma mère, à la base, c'est une nana qui a vécu une vie, on va dire... classe moyenne typique, même si je sais, ça ne veut rien dire les sociologues, arrêtez de me casser les couilles. En gros, ses parents c'était des prolos, son père il bossait à la SNCF, sa mère elle était femme au foyer, mais il vivait quand même assez bien quoi, son père était cadre. Et en fait moi du coup, dès ma plus tendre enfance, même dès ma naissance en fait, j'ai connu du coup mon grand-père qui vivait chez lui à la retraite et ma grand-mère qui elle en fait, depuis que mes deux grands-parents sont séparés, est schizophrène. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez important dans aussi mon positionnement politique vis-à-vis de l'antipsychiatrie parce que finalement la première personne que j'ai rencontrée qui a été victime des psychiatres
c'est ma grand-mère. Même si je sais que ma mère serait pas forcément d'accord avec ça, mais moi je pense quand même que il y a eu un problème de comment est-ce que ça a été géré, la maladie de ma grand-mère. En règle générale, moi ça m'a beaucoup interrogé sur la folie et sur qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que ça veut dire. Bref, du côté de mon père, on est sur vraiment quelqu'un originaire de... Et alors là, je sais que je vais faire aborder tous nos amis marxistes, parce que là, je décide, voilà, je fais plaisir aux marxistes, je fais plaisir aux sociologues. Il vient du lumpen prolétariat. J'espère que ce mot vous fait plaisir. En gros, c'était un galérien de première. Voilà, son père, lui, il l'a pas beaucoup connu. Le mec qui a remplacé son père, c'était vraiment un putain d'escroc. C'était vraiment la misère de fou. Enfin, genre vraiment, quand je parle à mon père ou à mes oncles, c'était vraiment horrible. C'est vraiment la grande pauvreté, je sais pas comment vous le dire autrement. Enfin, avec la violence qui va avec la précarité. Du coup, ouais, la différence, on va dire, qu'il y a eu entre mon père et ma mère, c'est que ma mère, du coup, son père était cadre à la SNCF et elle a fait des études un peu de secrétariat, vu qu'ensuite à côté elle a commencé à devoir gérer sa mère qui était schizophrène et etc. et qu'elle avait de toute façon jamais eu une quelconque envie de carrière. Elle est devenue secrétaire quoi. Et en fait elle a jamais spécialement cherché à grimper les échelons. Donc c'est devenu une prolo. C'est une prolo quoi. C'est ma maman. Tandis que mon père, de son côté, lui, c'est du coup dans le Nord, comme j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, on a des traditions de type brocante, braderie. Tout ça, c'est quelque chose de très ancré. Et en fait, mon père, il a toujours eu ce truc de... Il a le sens des affaires. Il aimait bien faire le show, en mode vendre des trucs en criant. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un don pour ça. Et c'est vraiment un daron tchatcheur, mais les gens à un level... Vous n'avez pas idée. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore chez mon père. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à bosser dans des trucs, genre en mode garçon de café. Et après, il était magasinier dans une boîte qui faisait, en gros, des accessoires de jeux vidéo, des trucs du genre. Et en fait, il a pas mal grimpé les échelons parce que quand t'es un énorme tchatcheur et que t'es genre dans cette période-là, des années 90, 80-90, où en fait tu commences à avoir le marché international qui commence à s'ouvrir, le marché de la microélectronique qui commence à exploser, le marché des jeux vidéo qui commence à monter, bah t'as besoin d'avoir des nouveaux cadres. Et en fait, ils ont proposé à mon père d'avoir un job de coordination, machin, etc. où en gros, il pouvait partir en Chine pour pouvoir aller faire du commerce là-bas, à Hong Kong plus précisément. Ouais, en mode Bernard Tapie, exactement. Oui, mon père, c'est ce genre de personne. Et du coup, il est parti là-bas. Et il a appris l'anglais à la volée. Mais là, par contre, c'est là où il est trop chaud. Hein. Je suis désolé, il a pas fait d'études du tout. Et il a appris l'anglais, genre, en quelques mois. Ouais, hyper débrouillard, etc. Donc, il part en Chine et il commence à faire du commerce et tout. Il commence à bien réussir leur vie, etc. Ils ont un premier enfant, ma sœur. Ils ont ensuite un deuxième enfant, moi. Donc, assigné mal à la naissance. Une petite bestiole toute mignonne, hyper grosse. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais un bébé énorme, mais genre vraiment gros bébé, et qui tout de suite est extrêmement sensible, là, bien sûr, au monde, aux choses autour d'elle. J'étais le genre de gamine à chialer vraiment tout le temps, mais en mode vraiment genre tout le temps. Et donc du coup voilà, ça c'est bébé Diane, c'est les débuts de ma vie. Moi c'est la partie où j'ai pas de souvenirs, c'est les trucs dont je me rappelle pas. Mes parents habitent encore à Lille et mon père commence tout doucement à grimper l'échelle sociale, pendant que ma mère, elle, vu qu'elle est dans une position, on va dire, de prolo, elle rejoint aussi un peu des mouvements sociaux, elle devient déléguée du personnel, blablabla, ce genre de choses. Donc on est quand même sur deux énergies assez différentes. On va dire qu'on est sur une personne de centre droit, une personne de centre gauche. Là, parce que ma mère, elle a quand même toujours été assez apolitique, tout comme mon père, en fait. En vérité, les deux, ils ont basiquement les avis de leur classe sociale. Là, pour le coup, genre vraiment, il n'y a pas vraiment de mystère, quoi. Et au-delà de ça, ils sont pas plus politisés que ça. Et donc moi, j'arrive dans ce contexte-là avec deux parents aimants, avec un papa un peu moins là quand même, parce que mine de rien, du coup, grimper l'échelle sociale, ça a un coût qui est d'être moins présent en fait pour sa famille, malheureusement. Mais en même temps, grâce à lui, on pouvait vivre bien. On a déménagé dans un petit village de campagne qui s'appelle Beauvin. C'est un endroit où est notamment organisé le fameux, célébrissime festival des Mille et Une Vaches, terre de terrils, mais aussi de marécages. C'est quelque chose qu'on sait assez peu sur le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est une région marécageuse. Et d'ailleurs, tous les villages qui finissent en un, et en fait, c'est des villages construits sur des zones marécageuses. Par exemple, Beauvais, c'est à côté de Provins, qui est à côté de Meurchet, qui est à côté de Carvin, qui est à côté d'Adelin. Et tous ces villages-là, c'est des villages qui sont construits sur des marécages à la base. Et quand c'est pas construit sur un marécage, ou quand il y a une histoire un peu plus particulière, le village prend un autre nom. Genre par exemple, les villages de gros bourgeois, comme Bénifontaine, ça s'appelle comme ça parce qu'il y avait
une source d'eau quoi. Et donc du coup maintenant les gens ils ont des maisons avec des énormes portails. Donc ancien bassin minier, donc avec pas mal d'anciennes structures industrielles abandonnées. Moi j'ai vraiment grandi dans un paysage d'urbex. Genre par exemple un endroit où j'ai beaucoup traîné c'était le pont Cassé, qui était un pont sur une île, qui était séparée sur un canal, le canal de la Deule. Là il y a un pont. Genre il est pas vraiment cassé, c'est juste que il est au milieu de, enfin genre vraiment littéralement il y a un pont là. Il est pas là, il est pas là. Il est là. Imo, on a l'air de s'emmerder un peu quand même. Oui, c'est un peu un enfer. On est sur les zones périurbaines où il y a quand même pas grand chose. C'était voilà, ça c'est vraiment les paysages typiques de mon enfance. Je connais par cœur cette route. Donc, je suis une gamine très sensible. J'arrive en maternelle et c'est là qu'est mon tout premier souvenir. Je rencontre un de mes tout premiers amis de l'histoire de ma vie. Oh, j'avais pensé comme ça, mais c'est marrant. Ma vie, c'est vraiment un dessin animé un peu cliché. C'est-à-dire que là, je vais vous décrire c'était qui mes amis quand j'étais enfant. Et il y en avait littéralement un qui était un peu grand et un peu lent, un qui était un peu petit, un peu speed et un peu teigneux, et un qui était un peu gros et un peu méchant. Vous voyez, comme dans tous les dessins animés de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi dans Martin Matin, en fait. Le premier souvenir de ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré celui qui est donc un peu grand et un peu lent. Et le second souvenir de ma vie, c'est lorsque j'ai rencontré celui qui est un peu petit et un peu teigneux, et les deux sont encore aujourd'hui des amis très proches, que je garde encore très près de mon cœur. Donc moi j'arrive dans ces trucs-là, je me fais mes premiers amis et tout, normal, la vie, l'enfance, tout ça, vous connaissez. Et j'arrive en CE1 et c'est là que commencent les problèmes. Parce que, c'est ce que je vous disais, j'étais une gamine sensible, de type à chialer quand même vraiment très rapidement et je me faisais un peu emmerder par rapport à ça. Tu es censé être un petit garçon, tu pleures, c'est ridicule. Mais en vérité, c'était assez chill jusqu'à ce qu'un prof décide de faire de moi son bouc émissaire. Et alors, ce fils de pute a décidé de me donner un petit surnom humiliant. Donc oui, très compliqué l'école. Mon harcèlement scolaire, il a commencé par un truc institutionnel. C'est-à-dire que c'est littéralement l'institution qui a commencé par m'insulter et m'humilier devant les autres élèves et qui a fait de moi une rebute totale à ce moment-là. Parce que du coup, ce qui se passe en fait, quand un prof commence à vous insulter de cette façon-là, c'est que les élèves normalisent le truc. Et en fait, les élèves de base, ils sont méchants entre eux. Mais vu qu'ils ont normalisé le fait qu'ils avaient le droit de t'insulter, ils vont être beaucoup plus vénères avec toi. Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir quelques amis auxquels me raccrocher, qui m'ont permis de traverser ces épreuves-là, notamment le grand un peu lent et le petit un peu teigneux, et sans lesquels mon enfance aurait été un calvaire pur. C'était vraiment une époque de ma vie où en fait j'avais l'impression que le monde était contre moi. Toi, tu étais qui par rapport à tes amis? Moi en fait j'étais la gamine un peu créative, qui rassemble un peu les gens, mais qui en même temps se fait emmerder, du coup on reste avec elle parce que enfin, sinon elle est toute seule quoi, concrètement. La raison numéro 1, d'ailleurs, je pense que c'était qu'il y avait beaucoup d'amour. Je pense qu'il m'aimait beaucoup. Genre, je pense qu'il m'aimait énormément et qu'il trouvait ça assez injuste. Et en plus de ça, on était assez geek. Il n'y avait pas d'autres gamins geeks. Donc oui, je me prenais un peu le harcèlement. Et quand t'es en primaire, généralement, ça se résume à de l'exclusion sociale. Mais il n'y a pas à proprement parler de violence physique. C'est de la violence verbale, c'est de la violence sociale. C'est des humiliations un peu permanentes. Ce qui se passait aussi, c'est que j'étais un peu autiste, etc. Et en fait, mes parents, ils se sont pas du tout rendus compte de ce qui se passait à l'école. Donc là, j'avais 5-6 ans. Ouais, là, on parle de toute ma primaire. Donc on va de mes 5-6 ans à mes 11-12 ans, quoi. Concrètement, c'est la période de ma petite enfance, quoi. J'ai un rapport au monde où, en fait, moi, j'ai l'impression de devoir tout le temps m'excuser. J'ai l'impression de devoir m'excuser d'exister. Je suis une gamine discrète, réservée, introverti, qu'en fait tu peux laisser dans un coin pendant des heures et je vais juste être une autiste à kiffer quelque chose en fait. Je communiquais quasiment pas avec mes parents sur les trucs qui pouvaient m'arriver, ce genre de choses. Donc en fait ils ont mis vraiment du temps à se rendre compte qu'il y a eu ce harcèlement à ce niveau-là et ils sont intervenus à un moment donné, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que les profs se sont fait engueuler et c'est tout. Le collège arrive, toujours dans des situations de harcèlement. Je vais un peu accélérer parce que c'est pas très intéressant. Les seuls trucs qu'on peut dire de cette époque-là, c'est que en fait le harcèlement au collège est devenu violent physiquement. En fait, c'est le moment où il y a eu le centre, enfin le cœur de tous mes traumatismes physiques, y compris des violences sexuelles, quoi. Dans le sens où moi, je pense que certains trucs que m'ont fait les gamins de l'époque, pour eux, c'était pas sexuel, pour moi non plus, mais genre, c'était littéralement des trucs de s'attaquer à tes parties intimes en fait. Donc enfin, de fait, c'est des agressions à caractère sexuel. Je pense que pas mal de monde peut relate en vrai à ce genre de violence. Moi je pense que ça a quand même été assez loin dans les faits.
Je veux dire, vous voyez les canals que je vous montrais tout à l'heure avec les zones un peu de flotte et tout. Bah, moi, à l'époque, on me jetait dedans. J'ai encore pas mal de cicatrices. Je commence à arriver sur Internet, je suis une Internet kid, je commence à kiffer ma vie sur les jeux vidéo et je suis une petite pirate, hein, vraiment, genre j'ai appris à pirater peut-être à genre 8-9 ans. J'avais une R4 dont j'étais très très fier, qui était complètement customisée avec des menus spéciaux, je pouvais lire de la musique, aller sur internet, sur ma DS et tout, enfin c'était incroyable. Notamment pour des sagas de jeux, je sais pas si ça a marqué mais j'aime bien Pokémon. Par exemple Pokémon et Minecraft, c'est vraiment les deux jeux qui ont fait mon enfance. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'aidait moi à me sortir de ce quotidien hyper violent. C'est les jeux vidéo dans un premier temps et la nature. Et en fait, là, du coup, je vous ai raconté tous les côtés un peu difficiles, mais la vérité, c'est que j'avais quand même des vraiment bons moments, quoi. J'allais dans les parcs, j'allais dans les étangs, j'étais fasciné par les animaux bizarres. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs arcs narratifs. Voilà, il y a eu l'arc narratif escargot, il y a eu l'arc narratif grenouille, il y a eu l'arc narratif salamandre et triton. Il y a eu pas mal de méta différentes. Je suis aussi passé par une phase dinosaure, par une phase péniche. Je pense que je suis un peu autiste. Bon, j'ai pas de diagnostic ou quoi que ce soit. J'ai eu un arc insecte, en règle générale, avec une grosse fascination pour les phasmes. J'ai eu des phasmes en animal de compagnie, des criquets aussi. Et en fait, j'ai vraiment une énorme fascination pour les amphibiens. Grosse fascination pour les gastéropodes, tout ce qui est mollusques en règle générale, méduses aussi, tout ce qui est gluant en général. Voilà, c'est mes animaux préférés. À quel âge tu as rejoint les communautés internet? Je dirais que les premières communautés internet, c'était jeuxvideo.com, mais aussi en plus en règle générale les forums Minecraft. Je sais pas, je dois avoir 10-11 ans. Exposé beaucoup trop jeune, hein, sur le truc. Quel serveur? J'étais sur Mine Company, c'est le plus gros serveur que j'ai rejoint. Et j'ai commencé sur Craft Norris et en fait le forum a fermé parce que les créateurs sont allés jouer à League of Legends. Et je voue depuis une haine éternelle, séculaire, ancestrale et infinie envers League of Legends. J'ai perdu la ville, ma première ville que j'ai jamais construite sur Minecraft à cause de ce jeu infâme. Puis évidemment c'est aussi la période Naruto, le Naruto Bliss. C'était extraordinaire les shonen de cette époque à découvrir quand t'es gamin, genre vraiment c'était trop bien. Voilà, je suis cette espèce de petite geekette un peu reclus et tout doucement commence à naître en moi cette espèce de mentalité qui fait que j'en ai de moins en moins grand chose à foutre de ce que les gens pensent de moi. Il y a vraiment ce truc de, en fait ça fait tellement longtemps que vous êtes tellement des connards que ça m'intéresse plus. Je vais juste être bizarre en fait. Je vais assumer ça. Donc j'arrive au lycée. Et évidemment, c'est lycée de campagne, mais c'est un bon lycée. Mon groupe de potes, évidemment, du coup, s'agrandit parce que bah, tous les outcasts un peu nerds, un peu geeks des différents collèges de la région se regroupent. Mes goûts s'affinent. Je découvre un peu des œuvres, on va dire, un peu plus niche et qui me font vraiment triper sa mère. Genre par exemple, c'est genre en seconde, peut-être l'œuvre de mon lycée la plus importante, Gurren Lagann. Et je vous le dis, hein, si là aujourd'hui vous avez 16 ans, que vous êtes pas bien dans votre vie, allez voir Gurren Lagann. Et en gros, concrètement, le concept, je vous explique, c'est des gens qui vivent sous terre. Ils vivent sous terre depuis tellement longtemps que pour eux, la surface, c'est une légende, c'est un mythe. Et au milieu de ce truc-là, il y a deux gamins, dont un qui est intimement convaincu qui peut percer le plafond jusqu'à rejoindre la surface. Il le fait. À la surface, il y a des robots géants qui sont insupportables et qui persécutent l'humanité. Et il se dit, je vais prendre un robot et je vais faire la révolution. Et ensuite, je vais percer le ciel. J'ai déjà réussi à percer le plafond de ma grotte. Là, je vais percer le ciel. Et c'est vraiment un anime qui parle d'amitié, qui parle de révolution, qui parle de confiance en soi, qui parle d'amour. C'est un anime important. Pour moi, c'est vraiment un anime important. Pour moi, l'art, en fait, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement impactant, d'extrêmement influent dans qui je suis, dans ma vie, dans ce que je fais, dans qui je veux être, dans ce que je veux devenir, dans à quoi j'aspire et dans ce que je veux pour la société. C'est pour ça que j'en parle autant, en fait. C'est pour ça que je vous parle des jeux auxquels j'ai joué. Il y a plein de philosophies que je tire de Gurren Lagann. Je pourrais vraiment en faire une vidéo essai cringe de 1h20 sur YouTube si j'avais la déterre. J'arrive au lycée, mon groupe de potes s'agrandit et je commence tout doucement à me politiser grâce à ce senpai absolu qu'est Usul. C'est mon para-senpai. Oh, c'est ça, c'est mon para-senpai. J'ai une relation de parasocial, de senpai avec Usul. C'est un para-senpai. Au lycée, il y a toujours le harcèlement. Ça redevient un peu comme en primaire, si vous voulez. C'est plus un truc d'exclusion sociale, mais c'est beaucoup plus discret que tout le monde te déteste. C'est plus à base de
Les gens veulent pas te parler, mais ils te disent pas pourquoi. Quand je suis en seconde, je suis pas une très bonne élève en vérité. Parce qu'en fait, quelque chose qui est assez peu connu, parce qu'en fait, souvent quand on te harcèle, on te traite d'intello, surtout quand t'es une nerd, etc. Ça veut pas forcément dire que t'es bon à l'école, hein. Enfin, moi j'avais un retard scolaire quand je suis arrivé en seconde. Ça a été dit, mais ah non, full public du début à la fin de ma scolarité, ça a été full public. C'était un lycée généraliste avec aussi un lycée professionnel qui était collé à côté. Et moi d'ailleurs, ça a été mes premières expériences avec la ségrégation de classe. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens où en fait, j'avais plein d'amis qui étaient des amis à moi du collège. Parce qu'en fait, du coup, vu que j'étais une outcast, bah, je traînais aussi avec les enfants un peu pauvres, qui du coup faisaient des filières un peu professionnelles ou des trucs un peu genre CAP, ce genre de trucs. Et en fait, ils sont allés dans le même lycée que moi, mais ils étaient pas dans les mêmes classes. Genre, ils étaient littéralement pas dans les mêmes bâtiments. Ils avaient pas les pauses au même moment que nous. Ils avaient pas les mêmes profs. Et d'ailleurs, les profs leur parlaient pas de la même façon. Et en fait, les surveillants leur parlaient pas de la même façon. Et en fait, dès que je traînais avec mes potes qui était en pro, d'un coup, c'est comme si le harcèlement institutionnel revenait. Je sais pas comment vous dire. Genre, dès que je traînais avec mes potes un peu cassos, c'est comme si on me reparlait mal, comme en primaire, comme au collège. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en vérité, ça s'est affaissé d'ailleurs avec le temps. C'est-à-dire que moi, au début, les potes avec lesquels qui sont partis en pro et en truc technique, on se parlait beaucoup plus en seconde qu'en terminale. Où en fait, on a commencé à vraiment prendre nos distances au fur et à mesure du lycée, comme quoi en vrai bah, les phénomènes de ségrégation sociale ça mène vraiment à des fractures amicales aussi en fait. C'est aussi l'époque où j'entends parler, on va dire, des premières violences sexuelles dans ma vie, parce que c'est aussi l'époque où je commence à avoir mes premières potes meufs avec qui je me sens vraiment proche en fait. J'ai ma sœur à qui il est arrivé des trucs pas cool, et j'ai notamment une pote à moi qui se retrouve dans une relation abusive. Où en fait on l'a vu aussi pendant toute la terminale lentement s'éloigner de nous, et un mec assez violent du coup commençait à prendre le dessus sur elle et à l'isoler, à continuer à être proche d'elle jusqu'à la fin de la terminale, et à partir de là on l'a plus vu pendant quasiment un an. Est-ce que je suis politisé à l'époque? Pas plus que ça en fait, à vrai dire. Le fait est que c'est surtout des trucs que je vis comme des injustices. Je vis pas ça comme un fait social, comme un truc systémique. Genre moi je commence à avoir envie de me dire bon, j'aimerais quand même bien faire des études et tout, mais en même temps je dois avoir 9 de moyenne, c'est pas cool. Et c'est là que j'ai bah en fait un énorme privilège, qui est que bah mon père il gagne bien sa vie, et de fait il peut me payer des cours supplémentaires, des cours d'été en fait. Et du coup tout mon été entre ma première et ma terminale, je fais que bosser. C'est vraiment horrible. Je passe un été entier à faire que ça. Je reviens en première, je tape un 16 de moyenne premier trimestre. Et en fait, j'ai ma première copine à cette époque-là. Et du coup, ma moyenne redescend à genre 11. Et en vrai, c'était super. C'était une vraie bonne relation. Et quand je vous parlais de les premières violences sexuelles, où en fait j'ai été témoin des premières violences sexuelles à ce moment-là de ma vie, littéralement, ma première copine, en fait, on a commencé à se fréquenter parce qu'elle aussi, c'était une outcast, elle aussi, c'était une ancienne victime de harcèlement. Et la raison pour laquelle je vais pas rentrer dans les détails sur sa vie et tout, mais la raison pour laquelle elle s'est fait harceler, c'est parce que elle était en procès et du coup, c'était public, contre son frère pour attouchement sexuel dans son enfance. Et du coup, c'était devenu la risée du village. J'ai toujours traîné dans des lores en fait où on a toujours plus ou moins été victime de trucs en fait. Hein. Maintenant que j'y réfléchis un peu avec un peu de recul, ça a toujours été un peu ma méta de traîner avec des gens cassés, brisés, fêlés. C'est quand même ça, c'est les gens que j'aime, hein, parce que je me reconnais en eux, en fait. T'as toujours été avec les marginaux, t'es Jésus. Bah, en fait, non, parce que je suis une marginale, moi, à la base, hein, c'est ça aussi. D'ailleurs, dans la continuité de ce que je fais aujourd'hui, les radios libres, les fous du bus, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on est la team cancel. Parce qu'en fait, on n'est pas assez propre pour être parfait, on n'est pas assez propre pour pas être problématique, on vient de milieux trop violents, on a des passifs trop de merde, en fait, pour pas être un peu vulgaire. Les gens qui étaient méprisants parce que on savait pas bien s'exprimer, en fait, ils m'ont trop cassé les couilles trop de fois dans ma vie, trop longtemps aussi. Genre, on est des ratés aussi, mais oui, exactement. Je veux dire, on en vient à pourquoi est-ce que je parle de tout ça aujourd'hui. C'est que moi, je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'être rassuré parce que j'ai l'impression d'être une merde et que j'ai besoin
de vous expliquer tout ça pour qu'à la fin il y ait des gens qui me disent t'es pas toute seule, on est avec toi, force, ça a été dur ce que t'as traversé. Et en plus je crois que oui, vous m'aimez, j'ai l'impression que vous m'envoyez beaucoup d'amour et ça me fait beaucoup de bien en ce moment. Enfin je vous jure les gens, c'est un troublant tacite, c'est vraiment ce qui me manquait, c'est ce qui me manquait en fait. Et oui, enfin moi je suis transparente, hein, je vais pas faire genre, je suis pas aussi un peu ça pour avoir votre amour, oui évidemment, parce qu'en fait moi je vous aime aussi. Enfin c'est ça en fait que les gens comprennent pas. C'est que les gens un peu méprisants comprennent pas. Je vous raconte ça parce que je sais que vous êtes comme moi. Je vous raconte ça, c'est parce que je sais que vous avez des vies de merde aussi. Parce que je vous ai eu en radio libre maintenant. Je sais à quoi elle ressemble, ma communauté. Je sais qu'on se ressemble. À cette époque-là, je découvre aussi la transidentité. Parce que le lycée, c'est quand même une période de politisation aussi, tout doucement. Où en fait... il commence à y avoir les premières fois où je commence à lurk un peu sur les boutiques féminines, à regarder les vêtements de femmes et à trouver ça stylé. Mes nouveaux amis de l'époque, pour la plupart, c'est des meufs en fait. Et je commence à traîner avec des meufs. Et quand je commence à prendre un peu mon indépendance, du coup avec les études supérieures et ce genre de trucs, parce que du coup, de fait... je me retrouve, grâce à mes cours particuliers, à pouvoir remonter la pente sur le plan scolaire. J'arrive à décrocher mon bac avec mention bien. Ce qui, franchement, les gens, de là où je suis parti, c'était vraiment pas gagné. J'étais en mode Slay Queen quand même. Et à ce moment-là, j'ai pas mal été tricks par la physique et les maths. Ça a commencé à devenir vraiment un truc, un intérêt spécifique de baiser. Et donc, du coup, évidemment, je vais en prépa. Et je me régale sur le plan théorique parce qu'en fait, ce qui se passe... c'est que moi j'arrive dans une classe où il y a que des premiers de la classe. Ils sont tous arrivés là avec une mention très bien, à quelques exceptions près. Et en fait, moi j'avais fait ma remontada déjà. Du coup j'avais l'air insolide. J'étais prête à travailler. Je grind sévère. Et en fait je me retrouve dans une prépa où je suis en internat. Et en fait... l'internat c'est très compliqué parce que je me retrouve avec plein d'autres étudiants du coup en prépa et ils sont hyper cons, ils sont super mascus, c'est des gros droitards de merde et ils sont méga homophobes et moi j'étais en train de découvrir ma sexualité à ce moment-là et j'avais pas besoin de traîner avec ces gens-là. Du coup ce qui se passe c'est que je deviens pote avec les cagnes et les hippocagnes et ça devient ma team et du coup je suis vraiment cette petite meuf ingé fascinée par les mathématiques mais qui y voit quelque chose de spirituel et qui traîne que avec des littéraires et des gens qui parlent de philosophie où en fait j'ai mes premiers deep talk, mes premiers vrais grands plaisirs intellectuels, les premiers moments où je me suis régalé par rapport avec des débats et des trucs comme ça, c'était vraiment cette période là quoi. Et du coup toujours dans l'exploration du genre chez cette pote on a commencé à me faire tester des fringues de meuf et tout. Et en fait, j'ai commencé à avoir ces petites soirées. Où en fait, les rares moments où je fais des pauses dans mon cursus de prépa, c'est pour aller chez ma pote, m'habiller en meuf concrètement, et être en euphorie de genre pendant 2 heures à faire des shootings photos. Et c'est incroyable. Et il y a aussi, à ce moment-là, la pote dont je vous ai parlé, qui s'est retrouvée dans une relation abusive, qui en fait de fil en aiguille on a fini par reprendre contact avec elle, on a fini par réaliser qu'elle était dans une relation abusive et elle a quitté son mec et en fait elle est revenue dans notre vie à ce moment-là et du coup moi ça a été quelque chose d'hyper important dans ma formation féministe. Dans ce que j'ai commencé à lire sur le féminisme, dans ce que j'ai commencé à lire sur les relations d'emprise, sur les relations abusives. Un terme qui définit très bien la prépa, c'est que c'est un truc de bourgeois, objectivement. Il n'y avait pas de personnes grosses, il y avait quasiment pas de personnes non blanches. On était tous plus ou moins des enfants de personnes privilégiées, mais ça reste super dur. Ça reste horrible. C'est des quantités de travail qui sont de l'ordre de l'aliénation en fait. Et ça reste une période où t'as du mal à profiter de ta vie en fait. T'as du mal à profiter de ta jeunesse et t'es quand même très frustré quoi. Je commence moi aussi à être un peu une cool kid. Enfin, c'est-à-dire que les gens m'aiment bien. Je suis dans une phase où ça y est, les gens m'apprécient. Mais il y a que 4 soirées par an quoi. Je fais quand même un petit aparté là-dessus. Mais la vérité c'est que, enfin... il y a plein de gens qui sont en prépa qu'on met en souffrance en vrai à travers ce truc. La vérité c'est que c'est pas des rythmes qui sont humains, qui sont gérables. Et il y a un problème politique en fait. Si vous vous demandez aussi pourquoi est-ce que plein d'ingénieurs sont des énormes trous du cul, c'est parce qu'ils se sentent légitimes, parce qu'ils ont vécu ce truc très difficile pendant 2-3 ans. Du coup ils ont l'impression de mériter en fait. La vérité c'est que la prépa c'est un système de légitimation de la méritocratie. Parce que ce qu'ils se rendent pas compte c'est que la vie des gens elle est dure comme en prépa. Alors
qui bossent à l'usine en fait. Si le niveau est aussi haut et si les études sont aussi difficiles, c'est pour que derrière on se sente légitimité à mépriser les pauvres. Et qu'en fait, c'est une forme d'aliénation de l'élite, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on essaye de créer une élite qu'on va aliéner pour pouvoir derrière en faire des bons petits soldats de la méritocratie, concrètement. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça pour l'avoir vécu de l'intérieur. Et pour moi, en règle générale, la prépa, un PB, même si pour le coup, ce que m'a apporté la prépa, c'est avant tout de la validation. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à devenir super forte. Je veux dire, tous les autres, c'était des petits connards qui étaient des premiers de la classe, qui travaillaient pas trop, en fait, parce que c'était juste, ils étaient bons depuis toujours à l'école. Et moi, je leur mettais des énormes races, quoi. Enfin, c'était trop chaude. Et ce truc-là, pour moi, j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de me sentir spéciale. J'avais besoin de me sentir intelligente. J'avais besoin de me sentir compétente et j'avais besoin surtout de satisfaire ce besoin, je pense très autiste, que j'avais de comprendre des choses très compliquées. Je sais pas comment l'expliquer. C'est très dur à mettre des mots là-dessus. J'avais besoin de me sentir puissante. Voilà, c'est exactement ça. J'avais besoin de me sentir puissante sur le plan intellectuel. Exactement, que mes neurones fassent quelque chose. J'avais un besoin d'abstraction aussi. Exactement. Et c'est aussi pour ça que c'était un peu ma période Z mentale. Et c'est aussi l'époque où je commence à m'intéresser à l'antispécisme. Mais en fait, j'ai comme, pareil, encore un énorme problème de légitimité. Parce que je lis plein de trucs sur l'antispécisme. En fait, je me sens même, comment dire, j'étais beaucoup plus antispéciste que écolo. Genre, j'étais très écolo sur le fond, quoi. Enfin, sur la surface. Mais j'étais pas très écolo sur ce que je connaissais, on va dire, dans la théorie. Par contre, la théorie antispéciste, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et sur lequel je lisais plein de trucs pas très basés d'ailleurs. Hein. Je me souviens, avec des gens qui se posaient des questions de cons à base de comment est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher tous les animaux de la Terre de provoquer de la souffrance animale. En mode, est-ce qu'on pourrait donner un régime vegan à tous les animaux carnivores de la Terre. Enfin, vraiment des questions de cons, les gens. Vraiment des questions qui servent à rien. Et en fait, le problème avec l'antispécisme, c'est que je me suis senti rejeté par la team vegan parce que j'arrivais pas à être vegan. En fait, j'ai mis un peu ces trucs-là de côté jusqu'à très récemment, en fait. Enfin, j'ai un peu recommencé justement à avoir un discours sur l'antispécisme où justement je suis un peu en mode j'ai envie de parler des véganes un peu en mal parce que moi ils m'ont posé un vrai problème et j'ai eu un peu des vrais soucis par rapport à ça. Tout comme avec les trans d'ailleurs. Mon premier contact avec la communauté LGBT, c'était une catastrophe. Et genre vraiment, je suis arrivé naïve avec des questions un peu gênantes et en mode je suis en questionnement et j'ai sûrement dû être transphobe et je me suis instant fait cancel. Direct. Genre vraiment, minute 1, mon deuxième contact avec la communauté trans, enfin plus, pas trans mais plus LGBT, c'était plus ou moins je me suis fait de groom. Parce que du coup genre j'ai pas réussi à rentrer dans le côté militant, du coup je suis rentré dans le côté un peu fétichisant et je me suis fait de groom. Définis le grooming. Le grooming, c'est le fait de manipuler quelqu'un de plus jeune que toi, généralement mineur, mais pas toujours, parce que tu as de l'influence sur elle pour pouvoir avoir de l'emprise. L'objectif, c'est vraiment de créer une relation d'emprise et en fait, au fur et à mesure de faire sauter toutes les barrières morales de cette personne et toutes les choses qu'elle est prête à faire. Oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, du coup, à cette époque-là, sur FetLife. Et j'ai fait ma transition dans mon coin, quoi, chez ma pote. C'était super après, hein, je dis pas... mais j'ai un peu l'impression de transitionner comme en 1940. C'est-à-dire caché, en faisant des soirées bizarres transfem avec une pote, en continuant à côté à vivre ma vie comme un garçon, quoi. Là, j'en ai quand même un peu gros, si vous voulez. Quasiment toute ma vie, ça a été du harcèlement. Et quand ça a pas été du harcèlement, ça a été de l'aliénation. Même si c'était très validant, c'était très aliénant. Mais j'ai pas encore craqué, parce que personne n'a craqué. J'ai toujours aussi des très bons potes avec moi. Et en fait, un fait trop cool dans ma vie, c'est que j'ai toujours été super bien entouré. C'est qu'en fait, les amis que j'ai rencontrés sont quasiment tous restés. J'ai quasiment perdu aucun ami. Et en fait, arrive un premier coup dur. C'est qu'à cette époque-là, du coup, moi, je commence à rentrer dans une phase d'ultra instinct. C'est-à-dire que je commence à être dans une période où, genre, je grind encore plus. Parce que je veux aller à l'école normale supérieure. Et pour les gens qui sont pas dans les machins d'études supérieures, etc.,
C'est vraiment l'équivalent français des machins à la Oxford, MIT, ouais, les universités là, incroyables, états-uniennes, machin. C'est notre équivalent français, quoi. Ultra Instinct, c'est la dernière forme de Sangoku dans Dragon Ball Super, c'est lorsqu'il est vraiment trop fort. Je veux aller là-bas parce que la physique quantique. Genre, j'ai découvert la physique quantique et la chimie quantique et la mécanique quantique et la physique des particules et la théorie des cordes. Et en fait, je suis en mode, ça, là, je veux faire ça, je veux participer à ça, je veux comprendre ça. Et en France, concrètement, pour aller là-dedans, il faut faire l'école normale supérieure. Et moi, j'étais en mode, je veux absolument étudier ce truc-là. J'en étais convaincu. Et du coup, je travaille très très dur. Et à ce moment-là, on est dans une phase où tout le monde est derrière moi. Genre vraiment, les profs sont à fond derrière moi. Je me suis un peu pété la gueule pendant les concours. Enfin, pété la gueule. En vrai, non. J'ai eu de très bons résultats. C'est juste que j'ai pas eu l'ENS. Et du coup, première grosse désillusion de ma vie, en fait. Et ça, c'est arrivé 2 fois. Parce que j'ai redoublé et j'ai repassé mes concours. Et j'ai re-raté. Moi, par exemple, en fait, et en plus ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus de ça, dans ma prépa, il y avait une prophétie. Ils arrivaient à envoyer un élève tous les 4 ans à Polytechnique ou à l'ENS. Et ça faisait 4 ans. Du coup, j'étais un peu en mode, c'est mon tour. Et bon. Bah non. J'avoue, je me sens tellement nul à chier par rapport à des parcours aussi fous. GG à toi. Mais il faut surtout pas. Vraiment, c'est vraiment pas le projet quand je vous raconte ça. Hein. Parce que concrètement, les gens, c'était de l'autisme. Hein, d'accord? Tout ça, c'était super d'un point de vue de la validation. Et quand ça s'est arrêté, quand j'avais plus ça, j'avais plus de taf, ça a été super dur en fait. Genre, je me définissais que par ça en fait. Ah oui, et en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trié mes écoles d'ingénieurs. J'avais mis les ENS en tout en haut. Et ensuite, j'avais trié sur mes vœux les écoles d'ingénieurs par l'ambiance. Alors, je sais que pour quelqu'un qui travaillait énormément, major de promo, blablabla, ça peut paraître bizarre. Mais la vérité, c'est que justement, j'en avais marre. Je voulais aller dans des écoles d'ingé, en fait. Je voulais qu'il y ait un gros environnement associatif. Parce que je voulais faire passer mes études au second plan. Et je voulais commencer à faire genre du théâtre, du dessin, tous les trucs que j'avais pas eu le temps de faire pendant 3 ans de prépa où je m'étais baisé la vie. Tout ça pour même pas avoir l'école que je voulais avoir, en fait. Ça m'a saoulé, quoi. Genre, je voulais faire autre chose. Donc, du coup, je suis arrivé, en fait, en école d'ingénieur avec un état d'esprit assez particulier. Je ne veux pas être ingénieur. Petit 1. Petit 2, je veux surtout faire des bails d'assaut. Et petit 3, en fait, j'ai découvert que j'adorais faire la fête. Genre vraiment que j'aimais beaucoup ça. Que c'était vraiment quelque chose de type genre presque une passion, en fait. Et ça fait que j'ai eu les premières années de ma vie où en fait, j'ai vraiment été heureuse. Et genre, je m'en étais jamais rendu compte avant. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait, en fait. Je me suis fait plein d'amis quand je suis arrivé ici. Et vraiment des gens en or. Hein. C'est encore des gens avec qui je suis très très proche aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ma deuxième famille, c'est eux. Hein. Enfin, genre, on vit tous dans le même quartier. On a genre 4 colocs différentes dans le même quartier où on passe notre temps à aller les uns dans les colocs des autres, faire des soirées. On va en concert ensemble. C'est là où j'ai rencontré Lou d'ailleurs. Et c'était trop trop bien. Je sais pas comment vous dire, les gens, c'était le bliss absolu. J'ai commencé à découvrir tout ce qui m'avait manqué. Et j'ai eu un gros effet de rattrapage. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Oh, j'ai des anecdotes de cette époque-là. Ma première année d'école d'ingénieur, c'était le paradis. Voilà, donc là, on a fait tout ce qui était harcèlement, aliénation. Maintenant, on va aborder la dépression. La bonne grosse dépression. Parce qu'en fait, du coup, je suis quand même dans des études où j'arrive en 2e année et où je veux pas être ingénieur. Et du coup, au début, je me rassurais un peu. Je me disais, vas-y, je peux être prof ou je peux être chercheur. Ça a pas l'air d'être des si mauvais métiers que ça, prof et chercheur. Puis après, j'ai rencontré des profs et des chercheurs. J'ai jamais vu des gens aussi déprimés. Hein. J'ai jamais vu des gens aussi mal dans leur peau, hein, genre de toute ma vie. Même des gens qui sont incroyablement passionnés par ce qu'ils font. Le monde de la recherche, c'est horrible. Le monde des études, c'est horrible. Tu t'es confronté littéralement au brassage social et tu ne peux rien y faire. J'ai pas eu envie de faire ça, quoi. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que l'école d'ingé dans laquelle je suis arrivé, c'était une école écolo. C'est une des rares écoles d'ingénieurs de France où les étudiants sont majoritairement des gauchistes. Alors l'école, c'est du greenwashing, hein, qu'on se mette bien d'accord. Genre littéralement, notre promo était sponsorisée par Engie, je crois, ou une connerie comme ça. Et j'étais en mode genre, ah ouais, d'accord, oui, la fameuse école de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Super. Et en fait, tous les autres gens autour de moi étaient d'accord. Donc en fait, j'étais en mode, ah oui, d'accord. Donc en fait,
tout le monde est basé sauf les profs et l'institution. D'accord. Ok. Bizarre, mais on va faire avec, hein. Du coup, oui, école un peu avec une ambiance un peu bizarre. Et effectivement. Après, en école d'ingénieur, j'ai découvert plein d'autres trucs aussi. Toujours aussi dans ma politisation féministe. Moi, il y a parmi mes meilleures amies que je me suis faites en école d'ingé qui ont subi des VSS assez vénères. Plus, du coup, c'était une école grave écolo. Du coup, bah, ça m'a fait ma formation écolo, quoi. Genre, j'ai plein de potes qui sont turbo chauds en écologie, quoi. Enfin, moi, j'ai des potes qui sont ingénieurs, théorologues, je sais pas quoi, qui étudient les nuages pour faire en sorte que les trains ils puissent rouler correctement, quoi. Bah, c'est des gens, ils sont turbo chauds en écologie, hein, pour le coup. Ils lisent des articles et tout. Enfin, c'est très bien d'avoir ça. Je suis très content d'avoir ça dans mon entourage. Et du coup, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, va falloir quand même que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Là, dans tout ça. Parce que si je veux pas être ingénieur, si je veux pas être professeur, et si je veux pas être chercheur, il reste quoi quand t'es en école d'ingénieur? Là, c'est à quel âge à ce moment-là? Je dois avoir 22, enfin, je sais pas, 21, 22 ans peut-être. Je me dis, vas-y, ce serait bien que je prenne un an pour moi pour pouvoir réfléchir un peu. Je ferais bien une année de césure. Mieux que ça, je ferais bien une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est une année où vraiment tu fais ce que tu veux. Et une année de césure, c'est une année où il faut que tu aies un contrat. Que ce soit, alors le contrat, ça peut être contrat d'apprentissage, contrat d'études, ou ça peut être service civique. Enfin, c'est très large. Mais moi, à la base, je voulais faire une année sabbatique. Sauf que j'étais en échec scolaire. Parce que à force de prendre des drogues et de m'amuser et de faire du théâtre et d'apprendre à dessiner, je travaillais un peu moins sur les sciences, je dois bien l'admettre. Et du coup, ils m'ont dit, non, si jamais tu fais une année sabbatique, tu vas jamais revenir. Donc en fait, à ce moment-là, moi, je me retrouve bricoler un dossier de césure. Et en fait, l'année de césure en question, c'est l'année 2020-2021. Et normalement, ça réveille certains instincts en vous. Votre cerveau, normalement, il fait le lien avec le Covid-19 assez immédiatement. Bah, c'était très bien, Diane, d'avoir trouvé un stage en Thaïlande. Super, mais ça va peut-être être compliqué d'y aller maintenant. C'est mort, ça n'arrivera pas. Moi, le problème, c'est que on m'avait littéralement menacé de me virer de l'école si j'avais pas de contrat. Et sauf que là, je suis en plein Covid et on me dit si j'ai pas de contrat, je suis viré. Et évidemment que personne ne prend de stagiaire pendant le Covid. Allô? Donc là, je reconsidère un peu c'est quoi mes options par rapport à tout ça. Et en fait, je découvre une faille. Parce que du coup, dans la liste de tout ce qui est considéré comme étant des contrats, je découvre qu'il y a un projet entrepreneurial. Et je vois ça écrit et je me dis, oh là, tiens, ça ressemble à une douille, ça ressemble à une planque. Ça a l'odeur de la planque, ça a le goût de la planque, ça ressemble à je fais un peu ce que je veux. Et à la fin, vous avez pas compris et du coup, c'est validé. Et en fait, je vois le machin, je m'informe un peu sur le truc, je regarde le délire et je suis en mode, bon, je vais faire ça, hein. Entrepreneurial dans quoi maintenant? Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et moi, en fait, quelques semaines auparavant, j'ai eu une révélation mystique. Les gens, littéralement une révélation mystique. C'était un moment mystique. Et j'ai eu une révélation. Et cette révélation mystique, c'était que j'étais une artiste. Et qu'il fallait que je fasse de l'art. Et que depuis le début de ma vie, c'est ça qui me manquait. Ça a ouvert plein de portes dans ma tête. Il y a une forme d'art très précise que t'adores et dans laquelle il y a besoin d'avoir des compétences scientifiques de baiser. C'est la création de jeux vidéo. Trop bonne idée, non ? Et donc du coup, je pars là-dessus. Et je m'achète une formation. Et je commence à essayer de faire la formation. Et là, pendant 4 mois, il se passe rien. C'est le Covid. Sortie de Covid. Je suis chez ma mère. Ça commence à être le moment où je suis toute seule, quoi. En plus de ça, moi, ça faisait 1 ou 2 ans seulement que j'étais heureuse. Pourquoi est-ce qu'on m'isole comme ça chez ma mère alors que ça fait 1 an que j'ai appris à vivre, que j'ai commencé à vraiment vivre en fait. Comment ça rien? Tu fais pas la formation? Bah en fait, j'y arrive pas. Et je commence à fumer. C'est à ce moment-là que je tombe dans la bœuf en fait. C'est vraiment le moment où je commence à fumer toute seule et je commence à rentrer dans une relation toxique en fait avec la bœuf. C'est pendant le Covid en fait parce que genre je culpabilise à mort de pas réussir à travailler. J'arrive pas à me divertir parce que rien n'est fun et je n'ai plus aucune stimulation dans ma vie. Et du coup la seule chose qui me stimule, c'est la drogue. Il reste que ça qui me stimule. Il reste que ça qui me fait du bien, il reste que ça qui me permet de traverser cette solitude-là. Et du coup, je tombe là-dedans, en fait. Chez ma mère, donc en plus en full culpabilité. Hein, Et en fait,
à ce moment-là, je rentre pas dans les détails de la vie de Lou, mais Lou, c'était un peu pareil. Lou était en Allemagne et dans un stage horrible pendant le Covid où son maître de stage avait fait un burn-out et bref, c'était... Enfin, imaginez, vous êtes en stage tout seul pendant des mois avec des centaines de lignes de code que vous comprenez pas et personne n'est là pour vous les expliquer et on vous dit fais quelque chose. Oui, et en plus, tout le monde parle allemand. Oui, rajoutez à ça que tout le monde parle allemand et que vous codez sur un Mac. Et en fait, avec Lou, du coup, on team up. On se dit, ouais, ça va pas. Lui, il me dit, ouais, ça va pas. Et ensemble, on se dit, viens, on se capte. Et du coup, on se recapte. On passe 3 semaines à squatter chez des potes, à être en mode genre, ça fait du bien, dis donc, de retrouver la civilisation, les relations sociales et tout. Comment ça fait du bien. Et en fait, on discute. Et moi, je parle de ça à Lou. Et Lou, qui était en télétravail, en fait, la suite de ses stages et la suite de sa césure, bah, c'était niqué aussi. Le Covid, c'était niqué, quoi. Je lui dis, mais ça te dit pas, viens, les jeux vidéo, on fait ça ensemble. Et Lou, il était trop chaud. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et du coup, on a commencé à faire des jeux vidéo. Et en fait, toute la suite de 2021, ça a été moi et Lou qui allons vivre, on va dire, en alternance chez ses darons et chez mes darons. Enfin, chez ma mère. Et en fait, ça se passait hyper bien chez ma mère, ça se passait vachement moins bien chez les parents à Lou, c'était très compliqué. Et c'est aussi en fait l'époque où je commence non seulement du coup à rentrer dans un rapport toxicomane, et en fait je commence à devenir anorexique. J'en parle pas trop. J'attends vraiment que les gens s'en rendent compte. Ça me fait bader. Et je vous préviens, là, ça va faire que aller de pire en pire. Là, on arrive dans la partie vraiment pas marrante. Enfin, je veux dire, le harcèlement scolaire, c'était pas marrant, hein. Mais là, on arrive dans la partie vraiment pas marrante. On retourne finir notre diplôme. Ça se passe pas bien. Nos profs sont assez compréhensibles. Enfin, sont assez compréhensifs. Ils acceptent qu'on ne vienne pas en cours. Ils acceptent qu'on fasse tout en distanciel. Du coup, on arrive quand même à avoir notre année. Et ensuite, il nous reste à faire un stage de fin d'études. Et moi, à ce moment-là, je suis vraiment dans mon to-do de... Genre, ça fait un moment, ça fait déjà genre 1 an ou 2 que j'ai dit à tout le monde que j'étais non-binaire. Ça n'a pas changé grand-chose à qui j'étais. Parce qu'en fait, je suis pas non-binaire. Et je commence à m'en rendre compte. Je commence à vraiment être en mode... il faut que je transitionne, quoi. Mais en même temps, je suis pas bien, je mange pas, je suis déprimé, je fais que fumer. Et du coup, il reste le stage de fin d'études. Effectivement, bah, évidemment, ni Lou, ni moi ne voulions aller dans un stage d'ingénieur. Mais la vérité, c'est que le stage de fin d'études ne s'appelle pas stage de fin d'études. Ça s'appelle un projet de fin d'études. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un stage. Ah ah, c'est là qu'est le tricks. Et en fait, j'ai fait exactement le même tricks que pour ma césure. J'ai dit bonjour, est-ce que je peux faire un projet entrepreneurial? Et on m'a dit, bah je sais pas, il y a une dimension ingénieur. Je leur ai dit, bah je sais pas, créer un jeu vidéo pour vous c'est assez technique. Et ils m'ont dit oui, c'est clairement assez technique. Tu as le droit de faire ça. J'étais en mode let's go. Bah vas-y, trop bien. En fait, on va passer du coup 6 mois à être encore étudiante, à pouvoir faire des jeux vidéo. Et ensuite, on va pouvoir tricks et faire un double diplôme étudiant entrepreneur. On était sur Baudéter. Et en fait, là, on arrive du coup à ce moment où on se dit, mais on ne peut pas objectivement continuer à faire porter sur la charge de notre existence que sur ma mère. Parce qu'à ce moment-là, il était plus trop question d'aller vivre chez les parents à Lou. Genre, je voulais vraiment pas imposer ça à ma mère. Du coup, je commence à chercher un peu autour de moi des solutions. Et là, à force de demander un peu dans mon entourage, il y a une très très bonne pote à moi, d'ailleurs, qui est la même pote que celle qui a été dans une relation abusive, dont je vous avais parlé plus tôt. Cette même pote, avec qui du coup je m'entends toujours excessivement bien, enfin c'est ma sœur, hein, vraiment, c'est ma sœur. Elle fait partie de ma famille. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait son père n'habite plus chez lui. Son père, il a déménagé parce qu'il a eu une promotion et depuis il vit ailleurs et la maison en fait elle est pas entretenue et il peut pas la louer parce que ce serait des travaux, ce serait du bordel à gérer parce qu'elle est pas aux normes. Donc en fait, ce serait quand même bien qu'il y ait des gens chez lui pour pouvoir entretenir la baraque. Et vous vous rappelez de Bovin? Parce que moi entre-temps j'étais parti, hein. Moi entre-temps pendant la prépa, ma mère elle a déménagé à Roubaix. Du coup je vivais à Roubaix moi entre-temps. Je vivais plus là-bas, ça faisait longtemps que j'ai pas mis les pieds, ça faisait 8 ou 9 ans que j'ai pas mis les pieds. Et en fait, la maison, elle est là-bas. Mais sauf que, dans ce parcours-là, là, je vous le raconte aujourd'hui avec le recul et tout.
Mais moi, les bails de harcèlement scolaire dont je vous ai parlé, la violence que j'ai connue pendant mon enfance, je me rappelais plus de tout ça. Enfin, je m'en rappelais. J'avais les souvenirs. Mais moi, je croyais que c'était normal. Et je comprenais pas, en fait, ce que ça avait cassé en moi à ce moment-là. Je comprenais pas ce que ça m'avait fait. Je réalisais pas à quel point retourner vivre là-bas, ça allait être difficile, en fait. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. On est retourné vivre là-bas. On est allé vivre à Billy-Berclos, un petit village juste à côté de Beauvais. Moi, j'habitais du côté de Beauvais. Normalement, c'est de ce côté-là, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, si vous traversez ce pont-là, hop, vous êtes à Billy-Berclos. Tout simplement. Donc voilà. Moi, je me suis fait harceler là. Et j'ai été vivre là. On arrive sur place. On est hyper déter. La maison est vraiment immense. On est à la campagne. Donc, il y a un côté où, en fait, c'est cool de revenir vivre dans les marécages. C'est cool de revenir vivre avec les grenouilles. Et en fait, pendant 2 ans, on dev. On a quand même des contacts avec le monde extérieur. Parce que, du coup, nous, c'est ce que je racontais du coup dans la vidéo d'avant. Mais en gros, voilà, on a tapé l'incruste à un salon de jeux vidéo qui s'appelait le Game Camp alors qu'on n'était pas invité. On a sympathisé très fort avec les gens qui étaient sur place. Ils nous ont littéralement recrutés. Du coup, on a rejoint une structure qui sert à aider des studios qui sont dans la phase de pré-production et de conceptualisation à se lancer. Et en fait, c'était vraiment très très cool. Parce qu'il y avait vraiment un côté où on se sentait quand même assez légitime. On était encadré par des professionnels qui nous disaient que ce qu'on faisait, c'était une plutôt bonne idée. Que on travaillait bien. Donc finalement, tu n'as pas beaucoup côtoyé le monde du travail classique jusqu'à maintenant. Bah après, j'ai fait des raccourcis. Je veux dire, les gens, j'ai quand même travaillé tous les étés pendant la prépa. Puis j'ai fait mon stage ouvrier. Puis j'ai aussi travaillé à la mairie dans les espaces verts. Ah oui, et puis aussi quand j'étais en prépa, parce qu'il fallait payer toutes les soirées, j'ai fait pas mal d'intérim. Oui, en soi, j'ai quand même eu des contacts avec le monde du travail. Par contre, j'ai pas connu le salariat. J'ai pas connu le salariat et ça me terrorise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des périodes où en fait on travaille vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, à l'incubateur, parce que du coup techniquement parlant c'était un incubateur, mais c'était quand même, j'aime pas trop le terme incubateur parce que c'était quand même vachement moins bullshit. Enfin là, il y avait quand même un côté où bah, in fine tu rencontres des devs, tu rencontres des éditeurs, tu rencontres quand même genre littéralement des professionnels qui participent à une industrie et du coup c'est quand même un peu sérieux. Et en fait à la base, ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est que c'est pas une formation pour apprendre à faire des jeux vidéo. Pas du tout. C'est une formation pour apprendre à faire un studio de jeux vidéo. C'est pas pareil. En fait, nous, on a appris à faire les deux en même temps. Et ça fait beaucoup de travail. Certes, on se levait à 9-10 heures, mais on travaillait de 10 heures à des minuit. Enfin, c'était vraiment H24, on faisait que ça. Et en fait, on est revenu dans un truc qui m'avait pas manqué, à savoir l'aliénation, où au final on était isolés à la campagne, on n'avait plus d'amis, enfin on avait des amis évidemment, ils habitaient tous à 800 bornes, enfin on n'avait plus de contact social avec personne. Enfin pour moi le truc qui illustre bien c'est que genre typiquement l'année entière de mes 25 ans, bah je suis pas sorti une seule fois. Il y avait des fachos qui nous mettaient des coups de pression tout le temps, enfin tout le temps. Ils nous ont mis des coups de pression quoi, 2 ou 3 fois. C'est suffisant à te faire vivre dans la parano en fait. Oui, heureusement que j'avais Lou. Si j'avais pas eu Lou, je pense que je serais plus là. Pour résumer un petit peu genre l'impact psychologique de tout ça, c'est comme si en fait nous on était restés confinés. On est restés confinés et un confinement bien vénère en plus. Pas le confinement, les derniers confinements un peu de chill. Nous on est restés confinés quasi 4 ans. Et en même temps à chaque fois, faut quand même qu'on se tape 2 à 3 heures de route, 2 à 3 fois par semaine. Pour aller à Lille, pour aller à l'incubateur, parce qu'on a des obligations en fait par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'ai pas le permis de conduire. Il n'y a que Lou qui a le permis de conduire. Et Lou déteste conduire. En fait, c'est très difficile de vivre à la campagne quand tu cherches à minimiser ton utilisation de la voiture. Tu fais plus rien. Et en fait, nous, notre état mental commence à sacrément se détériorer. Parce que je vous rappelle que si je fais tout le déroulé depuis le début, tout ce que je vous ai raconté, là, j'ai quand même été heureuse que 1 ou 2 ans dans ma vie. Hein. Et j'étais un garçon. Et genre, depuis que je suis une fille, tout est horrible. Et donc, du coup, moi, je maigris à vue d'œil. J'ai l'impression que j'ai plus d'amis. J'ai l'impression qu'aussi, à cause de moi, Lou est dans une situation horrible. Parce que c'était un peu mon idée et tout. Tout le monde se fait du souci pour moi. Donc j'ai l'impression d'être un poids pour tout le monde. Je vais pas bien à ce moment-là. Je vais vraiment pas bien. Je me détériore beaucoup. Je fume beaucoup. J'ai commencé à beaucoup boire tout le temps, tous les soirs, en cachette. Et ça va pas. Je commençais à être à bout en fait. J'allais pas bien.
La meuf dont j'ai toujours été amoureuse, dont je suis toujours amoureuse, relation compliquée. Elle est avec une personne super, mais du coup je suis grave jalouse. Et là on se fait virer de l'incubateur 3 mois avant la fin du contrat et du délire, parce qu'on n'est pas assez bon. Parce qu'en fait, tous les autres gens qui sont dans la même promo que nous, c'est des anciens devs. C'est des gens qui ont déjà travaillé dans l'industrie. C'est des gens qui ont de l'expérience. Et c'est ce que nous on n'a pas. Donc ils nous ont dit qu'en fait, ils se rendaient pas compte de notre retard et qu'ils auraient jamais dû nous prendre. Et du coup, on s'est fait virer. Et en fait, à ce moment-là, on était aliénés. On était isolés, dépressifs. Moi, concrètement, toutes mes addictions, c'était juste des trucs qui me permettaient d'encaisser le fait que c'était une vie difficile, d'être isolé comme ça et de faire que travailler. J'étais à bout. J'en avais marre. Et en fait, quand t'es de base aliéné par ton travail et qu'on te dit que t'es une merde et que genre t'es pas assez bon et que en fait on va faire et qu'on te vire, il te reste quoi, tu vois? Tu sais, t'as tout sacrifié depuis 2-3 ans. T'as littéralement sacrifié ta jeunesse. Ça faisait à ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois que j'avais vraiment perdu goût à la vie en fait. Je faisais plein de trucs très cons juste pour me sentir vivante. Genre escalader des bâtiments, y compris les bails d'addiction, de toxicomanie et tout. Et bah du coup ça m'a mené à faire ma tentative de suicide en fait, tout ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça. C'est le gros truc qui a tout changé, c'est ça en fait. Le gros machin dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui là je suis sur Twitch là à parler avec vous de tout ça et tout, c'est ça. Ça a changé ma vie. Voilà, moi maintenant je suis une morte vivante. Je m'identifie beaucoup au ghoul. Voilà, je dis beaucoup que je suis une ghoul depuis ce moment-là. Encore aujourd'hui, je sais pas si je suis capable d'en parler plus que ça. Parce qu'en plus, c'est pas la fin du tout des problèmes. Je vais aller vite. Je suis arrivé à Grenoble, du coup on a déménagé. C'est la thèse qui a fait qu'il fallait qu'on parte, quoi. Et en fait, j'avais des douleurs depuis déjà quasi 1 an. Enfin, ça faisait ça devait faire 1 an que j'avais déjà ces douleurs-là, en fait. Et je comprenais pas d'où ça venait. Et en même temps, vu que j'étais turbo-alcoolique, je me disais, bah, c'est à cause de ça, quoi. Et en fait, les douleurs, elles se sont pas du tout arrêtées quand je suis arrivé à Grenoble. C'est là qu'a commencé une errance médicale extrêmement douloureuse. Où en fait, j'avais un calcul rénal qui me provoquait du coup des crises de colique néphrétique. C'est des crises extrêmement douloureuses. C'est souvent comparé à des douleurs de blessures par balle ou à des douleurs d'accouchement. Et du coup, moi, j'ai eu ça pendant genre toutes les semaines. Pendant les 6 premiers mois où j'étais à Grenoble. 7 premiers mois où j'étais à Grenoble. À cause d'une errance médicale, parce qu'il y a une médecin qui, en fait, pensait que mes douleurs venaient de mon addiction au cannabis. Et ça a été très difficile. Ça a vraiment été l'épreuve difficile de 2025. Enfin, de 2024. Vous savez, genre... Tu sais, t'as survécu à ta tentative de suicide, et là, la vie, elle est dure. Genre, elle est plus douloureuse qu'elle ne l'a jamais été. Et qu'elle ne le sera probablement plus jamais. Et du coup, pendant cette période-là, moi, j'ai commencé à faire un peu des projets à droite à gauche, de jeux vidéo. J'ai commencé un peu à me perdre. J'ai commencé un peu à faire des trucs au hasard. Entre autres, je me suis lancé sur Twitch parce que je me disais, ce serait bien de parler avec des gens parce qu'en fait, en commençant à militer, je me suis aussi rapproché de beaucoup de personnes trans. Mais la vérité, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des parcours de vie qui étaient souvent pires que les miens. Et en fait, ça te fait relativiser beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien que les gens comme moi, il y en ait plus sur Internet. Gens un peu paumés, qui se sentent pas légitimes, et en même temps, qui commencent à s'en foutre. C'est pour ça que le gros projet de Trouble Antacide, c'est Radio Zinzin. Là, je fais des radios libres en ce moment pour m'entraîner, pour essayer de prendre un peu en expérience, parce que je veux faire quelque chose de bien. Et évidemment, du coup, le premier épisode de Radio Zinzin, on va parler de tentative de suicide, je pense. J'aimerais bien le faire en 2025, ce projet-là. Parce qu'en fait, moi, genre, à l'époque où j'ai vécu tous ces trucs-là, sincèrement, je pense que j'aurais bien aimé avoir une troublante qui me dit qu'elle a vécu ça, tu vois. Je pense, hein. Parce que je me raccrochais déjà à des trucs, tu vois. Genre, je me raccrochais du vécu de Moufette, je me raccrochais du vécu d'autres personnes trans sur Internet et tout, tu vois. Même chez les Dolls de Game Dolls Advance, que j'aime énormément de tout mon cœur. Mais voilà, vous avez toute l'histoire. Là, je voulais parler de tout ça parce que je suis dans une crise assez vénère. Là, ça fait 1 semaine que je dors pas. J'ai fait une nuit blanche la nuit dernière. J'ai fait une nuit blanche il y a 2-3 jours. J'ai fait une nuit blanche il y a 4-5 jours. Tu veux en parler, le passage entre les interviews et le retour en React? Ah bah ça, je peux en parler, ouais, si vous voulez, de
la différence entre trouble antacide mai et trouble antacide septembre, parce que je considère vraiment avoir commencé le streaming en septembre. Mais vous pouvez voir qu'il y a du contenu qui date d'avant ça. Mais alors oui, du coup, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu un épisode très très difficile de vie en juin. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé à essayer d'être influenceuse en mai, où en fait, à la base, j'ai commencé par faire un peu des playtests, et j'étais un peu en train de chercher un peu mon contenu. Et en fait, il y a Transmania qui est sorti. Du coup, j'ai pété un câble. J'ai fait mon premier react politique vénère sur une interview de Ramuto et de Marguerite Stern. Du coup, bah, avec les réflexions que j'avais eues par rapport à tout ça, y compris du coup par rapport à ce que je vous disais avant sur donner la parole aux trans. Faire en sorte que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de meufs qui me ressemblent sur Internet. Et du coup, ouais, j'ai commencé à faire les épisodes de Trans Inter. Donc normalement, vous pourrez trouver qu'il y a 6 interviews sur la chaîne YouTube, dans les premières vidéos que j'avais faites, qui ont été tournées en juin, mais qui sont sorties plus tard parce que j'ai mis très longtemps à les monter. En fait, oui, le concept de Trans Inter à la base, idée de con, hein, vraiment idée de con. C'était une interview par jour pendant tout le mois des fiertés. Genre, c'est une très mauvaise idée de faire ça en premier contenu. Hein. Et donc oui, j'ai craqué de fou malade. Et en fait, j'ai craqué parce que en vrai, il y a les coliques néphrétiques à ce moment-là qui étaient au max. J'avais vraiment des douleurs de baiser. Et du coup, ça ne se voit pas. Bah tiens, si vous voulez, quand je parle de masking, voilà, quand je vous parle de masking, du coup, si vous regardez ma chaîne YouTube, les épisodes de Trans Inter, c'est un peu les vieux épisodes là. Et je pense qu'il y a, et je vous dirai pas forcément lesquels, un épisode sur 2 où je suis en crise de colique néphrétique, où là où je suis, j'ai très très mal. Du coup, ouais, toute première vidéo, c'était moi qui insulte Stern et Muto. Je suis un peu contente de ça quand même. J'ai pas été capable d'assurer jusqu'où. Par contre, c'était très bien organisé. Enfin, en fait, les 30 interviews étaient prêtes. Les sujets des 30 interviews étaient prêts. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini aux urgences. Et en même temps, du coup, on m'a diagnostiqué à ce moment-là ma colique néphrétique. Avant, on n'était pas au courant, du coup, on savait pas vraiment ce que c'était. On savait pas pourquoi j'avais mal. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein. Mon trauma dump là pendant 4 heures. Moi, je trouvais ça bien de faire ça quand même. Que vous voyez de qui je suis en fait. En toute transparence. J'avais besoin que vous sachiez qui je suis pour me sentir légitime. C'est con, hein, mais... Puis moi, je vais essayer de sortir de ma phase dépressive, là. Là, j'en ai marre, là. Ça fait 2 semaines, je dors plus, je mange plus, ni rien. Enfin, là, faut vraiment que, genre, ça aille mieux. On se voit bientôt. Je vous tiens au courant sur tous mes réseaux.